Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Union Journal consacrée au renforcement de l'intégration continentale par la dynamisation du secteur des infrastructures. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Malgré leur rôle crucial dans la connectivité, la compétitivité et la transformation industrielle, l'Afrique accuse un retard considérable en matière d'infrastructures avec un déficit annuel de financement estimé entre 68 et 108 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. Pour combler ce fossé, experts et institutions appellent à des investissements massifs, une préparation rigoureuse des projets et un engagement renforcé des gouvernements, du secteur privé et des partenaires internationaux. Marie-Raphaël Antolo. Les infrastructures, véritables piliers du développement africain, restent le talon d'Achille du continent. Routes, chemins de fer, ports et réseaux électriques continuent de souffrir d'un sous-investissement chronique freinant la compétitivité et la transformation industrielle. Selon la Banque africaine de développement, le continent fait face à un déficit de financement compris entre 68 et 108 milliards de dollars par an, alors que les besoins annuels totaux se situeraient entre 130 et 170 milliards de dollars. Nous devons identifier les meilleures stratégies et mesures les plus efficaces pour financer les infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, l'énergie, les télécommunications ainsi que d'autres infrastructures, non seulement pour servir chaque pays de façon indépendante, mais aussi pour permettre à ces infrastructures de servir l'ensemble des pays du continent dans le cadre de l'intégration régionale et continentale. Countries in the context of regional and continental integration. Le programme de développement des infrastructures en Afrique souligne l'urgence de mobiliser 16 milliards de dollars chaque année pour les projets transfrontaliers jusqu'en 2030. Ces investissements sont essentiels pour renforcer la connectivité et soutenir la croissance économique. Sans eux, de nombreuses régions restent isolées et les retards structurels s'accumulent, affectant tous les secteurs clés de l'économie. Nous sommes en mesure de bâtir des infrastructures modernes, interconnectées et durables. Notre souveraineté économique, notre compétitivité et en définitive notre unité en dépendent. Les chiffres sont connus. Pour combler son déficit, l'Afrique doit investir au moins 130 milliards de dollars par an en infrastructures. Pour les experts, le défi majeur est de préparer des projets solides, capables d'attirer les financements privés et internationaux. Chaque dollar investi produit des effets multiples, création d'emplois, augmentation de la productivité, inclusion sociale et renforcement de la souveraineté économique. La qualité de la préparation conditionne directement la viabilité de l'impact de ces infrastructures sur le long terme. Nous devons désormais bâtir un écosystème africain de financement du développement, fondé sur 4 leviers complémentaires: la mobilisation accrue des ressources intérieures, la valorisation de nos fonds souverains et des retraites africaines, où il y a plus de 350 milliards de dollars, l'usage innovant des instruments de garantie de financement mixte pour réduire le coût du capital de 20 à 30%. Concrétiser cette vision nécessite un engagement renforcé à tous les niveaux. Les gouvernements doivent garantir un cadre réglementaire stable et attractif. Le secteur privé doit devenir un acteur central et les partenaires internationaux sont appelés à soutenir des financements structurants. La réussite de cette transformation déterminera en grande partie le futur économique et social du continent. À Luanda, lors du 3e sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, dirigeants, investisseurs et institutions ont lancé un appel clair. Sans bancabilité, pas d'investissement. L'Afrique doit structurer ses projets, réduire les risques et mobiliser son propre capital pour transformer ses ambitions en infrastructures réelles. Les détails avec Lucrèce Mbogol. À Luanda, capitale angolaise, du 28 au 31 octobre 2025, l'Afrique s'est réunie pour répondre à un défi urgent. Comment rendre ces projets d'infrastructures suffisamment bancables pour attirer des investissements massifs? Une question devenue centrale dans un continent où le déficit annuel d'infrastructures atteint jusqu'à 170 milliards de dollars.
Les routes, les rails, l'énergie, le numérique, tout manque encore et tout coûte trop cher à financer lorsque les projets ne sont pas prêts. Dès l'ouverture, la directrice générale de Lauda NEPAD, Nardos Bekele Thomas, a rappelé que le financement n'est plus une option, mais une condition d'existence pour l'économie africaine. Pour attirer les capitaux, l'Afrique doit avant tout présenter des projets mieux préparés, techniquement robustes et financièrement crédibles. We are here because infrastructure financing is no longer optional. It is existential. Our continent's infrastructure deficit is a massive economic drain. Nous devons accélérer le changement de la diagnose à la distribution, de ne pas identifier les barrières et de les fermer activement. Le moment demande que nous transformions notre volonté politique en action pratique et que notre vision continentale soit transformée en investissement concret. Actively closing these gaps. The moment demands we transform political will into practical action and elevate our continental vision into concrete, measurable investments. Pour le président du Conseil de l'UA, Faure Gnassingbé, présent au sommet, la solution passe aussi par une mobilisation du capital africain lui-même. Fonds souverains, pensions, assurances. Le continent dispose de fonds souverains, de fonds de pension, d'assurances et de banques publiques capables de porter une partie importante des investissements. Les projets les plus bancables ne sont pas seulement ceux qui construisent des routes ou des rails, mais ceux qui créent de véritables chaînes de valeur régionales. Les corridors intégrés doivent devenir les artères vitales du commerce africain. Les routes, les rails, les ports, les réseaux énergétiques et numériques, tout cela ne sont pas seulement des infrastructures physiques. Ce sont les artères de notre intégration et les vecteurs de notre compétitivité. Elles font vivre nos territoires en reliant nos mines, nos zones industrielles et nos marchés intérieurs. Lorsqu'un corridor fonctionne, les coûts logistiques s'effondrent, le temps de transit diminue. C'est ainsi que des pays enclavés deviennent de vraies plateformes d'échange. Un projet n'est bancable que s'il génère de l'activité économique durable. Selon le président du Conseil de l'UA, Faure Gnassingbé, un projet d'infrastructure n'attire pas les investisseurs simplement parce qu'il relie une ville à une autre. Il devient rentable lorsqu'il crée un écosystème économique, zone industrielle, logistique intégrée, énergie numérique, douane harmonisée. Mais pour que ces corridors produisent leur plein effet, il faut investir autant dans le béton ou l'énergie que l'on voit que dans les infrastructures, je dirais, invisibles, dans l'harmonisation douanière, dans la digitalisation, dans la fluidité réglementaire et la gouvernance commune. Le corridor de Lomé, comme celui de Lobito, ici en Afrique australe, illustre bien cette approche. Il ne s'agit pas seulement de relier des points géographiques, mais de créer des chaînes de valeur territorialisées et des hubs industriels le long de ces axes. À Luanda, les dirigeants ont insisté. La transformation ne viendra pas seulement des financements extérieurs, mais de la capacité du continent à structurer ses projets, harmoniser ses réglementations, réduire les risques et parler d'une seule voix. Le sommet a également présenté des avancées concrètes, la mise en place d'un fonds de préparation des projets de 100 millions d'euros pour renforcer les études techniques, le lancement d'un guichet unifié destiné à centraliser les financements publics et privés, l'accélération du corridor de Lobito, déjà doté d'une concession de 30 ans et de plus de 500 millions d'euros investis, et l'adoption d'un principe fort. Les corridors PIDA devront être traités comme des actifs continentaux, protégés des changements politiques nationaux. Autant d'outils destinés à réduire le risque, améliorer la coordination et rendre les projets plus attractifs. En Afrique, chaque année, des milliers de personnes sont touchées par le choléra, principalement dans les régions les plus vulnérables du continent. Mais une lueur d'espoir se dessine. Un vaccin contre le choléra entièrement produit en Afrique entre en phase d'essais cliniques. Cette initiative pourrait non seulement sauver des vies, mais aussi marquer un tournant historique pour l'autonomie sanitaire du continent. Un reportage signé Jonathan Messi. En Afrique,
Le choléra reste une menace persistante. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont touchées, principalement dans les régions les plus vulnérables. En 2023, plus de 225 000 cas ont été signalés dans 21 pays du continent, provoquant plus de 3 000 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette année, déjà plus de 115 000 cas et 2 400 décès ont été enregistrés, notamment au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Angola et au Soudan. Pour ces populations, le choléra n'est plus seulement un problème de santé, mais une crise humanitaire récurrente. Le projet de vaccin contre le choléra, une fois qu'il sera homologué, est important pour l'Afrique du Sud, même si ce pays ne connaît que de petites épidémies de choléra. Il a deux objectifs. Le premier objectif est de nous préparer aux épidémies et aux pandémies. Même si nous n'avons pas une grande épidémie de choléra, nous devons être prêts pour les pandémies et les épidémies. Ainsi, lorsque la prochaine pandémie surviendra, ce sujet constituera un véritable test pour savoir si nous pouvons développer des produits à partir de zéro et être prêts pour les pandémies. C'est le premier objectif. Mais un vent d'espoir souffle sur le continent. En Afrique du Sud, le laboratoire Biovac a lancé un vaccin contre le choléra entièrement produit sur le continent. Ce vaccin oral, développé en partenariat avec l'International Vaccine Institute et soutenu par la Fondation Gates et le Wellcome Trust, est aujourd'hui en phase d'essai clinique. Les tests menés à l'université de Witwatersrand visent à en confirmer la sécurité avant des essais plus larges à travers le pays. Si tout se passe comme prévu, le vaccin pourrait être disponible dès 2028. Construire une capacité locale de fabrication de vaccins n'est pas un luxe, c'est une nécessité nationale. Cela renforce notre souveraineté, améliore notre sécurité sanitaire et garantit que notre population n'est pas laissée pour compte. Au-delà de la santé, ce vaccin représente une véritable avancée pour l'autonomie sanitaire africaine. Produire ses propres vaccins permet au continent de réduire sa dépendance aux importations et d'accélérer l'accès aux populations les plus exposées. Mais les défis restent considérables. Il faudra démontrer l'efficacité du vaccin, assurer sa production à grande échelle et poursuivre les efforts en eau, assainissement et infrastructures de santé. Le second objectif est que ce produit sera destiné aux régions où le choléra représente un risque pandémique. Pour l'Afrique, ce vaccin symbolise bien plus qu'une innovation médicale. Il incarne la capacité du continent à trouver ses propres solutions face aux crises sanitaires. Si les essais sont concluants, il pourrait sauver des milliers de vies, limiter les épidémies de choléra et marquer un tournant historique vers une véritable souveraineté vaccinale. Une étape majeure qui pourrait transformer la lutte contre une maladie qui frappe depuis trop longtemps les populations les plus fragiles. L'actualité en bref de cette édition, signée par Christian Belobor, revient sur l'engagement de la SADC à renforcer la compétitivité commerciale en Afrique à travers le projet ACTMA. Le lancement par la CEDEAO d'une action régionale pour transformer l'industrie de l'alimentation animale en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et enfin, le lancement d'un projet pilote de paiement instantané par la CAE. Gaborone, capitale du Botswana, a accueilli les 12 et 13 novembre 2025 un atelier de mobilisation conjointement organisé par la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union européenne dans le cadre du projet Compétitivité commerciale et accès au marché en Afrique, ACMA, financé par l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Centre du commerce international. L'initiative vise à renforcer la compétitivité des PME, améliorer les infrastructures régionales et stimuler le commerce intra-africain et Afrique-Union européenne. À Abuja, les 11 et 12 novembre 2025, la CEDEAO, via l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation et en partenariat avec le ministère fédéral nigérien du développement et de l'élevage, a organisé un atelier régional de haut niveau dédié au développement de l'industrie des aliments pour bétail en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les participants ont débattu de la gestion de l'aflatoxine et de la mobilisation du secteur privé pour structurer une filière intégrée, durable et compétitive. L'initiative prévoit la mise en place d'un réseau d'associations, de producteurs et de systèmes harmonisés de traçabilité afin de renforcer la productivité, réduire les risques sanitaires et créer des emplois. Fruit de 4 années de recherche et de concertation, l'atelier a abouti à une feuille de route stratégique dont les recommandations ont nourri le dialogue politique sur la valorisation des résultats du PRISMA organisé à Abuja les 13 et 14 novembre 2025.
La communauté d'Afrique de l'Est a lancé le 11 novembre 2025 un projet pilote pour interconnecter les plateformes de paiement de la Tanzanie et du Rwanda, marquant une étape majeure et un réseau régional de paiement instantané. Reliant le système tanzanien AirSwitch, la plateforme nationale rwandaise, ce projet vise à faciliter les transferts transfrontaliers rapides, sécurisés et moins coûteux. À terme, le projet devrait renforcer le commerce régional, l'inclusion financière et bénéficier aux petites entreprises et aux particuliers, tout en posant les bases d'un écosystème de paiement moderne et intégré à l'échelle de la région. Le Kenya et le Qatar ont renforcé leur coopération avec la signature d'un partenariat stratégique visant à faciliter les échanges commerciaux et financiers, développer la finance durable et soutenir la sécurité alimentaire. S'appuyant sur le Centre financier international de Nairobi et le Qatar Financial Center, cet accord ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et crée un pont stratégique entre l'Afrique et le Golfe pour stimuler la croissance, l'innovation et la compétitivité régionale. Compte rendu de Esther Conan. Lors du deuxième sommet mondial pour le développement social, tenu le 4 novembre 2025 à Doha au Qatar, le Kenya et le Qatar ont conclu un accord stratégique visant à faciliter les échanges entre entreprises agréées. S'appuyant sur le Centre financier international de Nairobi et le Qatar Financial Center, ce partenariat ambitionne de stimuler la circulation des capitaux, de développer la finance islamique et numérique et d'ouvrir de nouveaux marchés d'investissement entre les deux pays. Cette collaboration s'inscrit dans l'esprit de la coopération Sud-Sud, une expression puissante de la manière dont les économies développées et émergentes peuvent construire la prospérité ensemble grâce au partenariat, à l'innovation, à l'investissement et à la confiance. Avec le partenariat du Qatar, l'objectif est de mobiliser des millions d'euros dans l'infrastructure, l'énergie verte, le logement abordable et les secteurs technologiques financiers afin de générer non seulement des revenus, mais aussi un impact significatif sur des millions de vies et de renforcer les liens économiques entre le Canada et le Qatar. Au cœur de l'accord se trouve le programme de méga-barrages qui permettra d'irriguer près de 800 000 hectares, pilier de la stratégie kenyane de sécurité alimentaire. Le Kenya prévoit également la création d'un fonds souverain et d'un fonds national d'infrastructure pour attirer les investissements étrangers dans des projets nationaux transformateurs. Ces initiatives devraient stimuler la production agricole, les infrastructures et la connectivité régionale. L'annonce de ce mémorandum d'entente entre le Centre financier international de Nairobi et le Centre financier du Qatar témoigne d'un engagement concret. Il affirme que le Canada et le Qatar sont prêts à construire et à guider ensemble la prochaine frontière de la collaboration financière entre l'Afrique et le Golfe. Ce partenariat positionne Nairobi comme un portail financier pour le Sud-Sahara et l'Afrique, connectant les investisseurs mondiaux aux opportunités les plus prometteuses du continent. Le partenariat inclut un renforcement de la connectivité aérienne via Kenya Airways et Qatar Airways, favorisant le commerce et le tourisme. Au-delà de l'économie, Nairobi et Doha veulent contribuer à la stabilité régionale, notamment au Soudan et en RDC, en soutenant la diplomatie et les projets communs. Cette coopération illustre une dynamique sud-sud ambitieuse où les partenariats entre pays en développement deviennent des leviers de transformation économique et politique. La transformation nécessite 34 milliards de dollars, 4,5 trillions de shillings, que le Kenya mobilisera via son fonds souverain et son fonds national d'infrastructure, en combinant financement domestique, mixte et privé. Le Centre financier international de Nairobi et l'autorité financière du Qatar collaboreront pour attirer des capitaux fonds souverains, investisseurs privés et institutionnels, avec un objectif de plus de 2 milliards de dollars d'investissement d'ici 2028. Le partenariat marque le passage d'une vision économique à une action concrète fondée sur l'innovation, la finance durable et la sécurité alimentaire.
Il renforce la relation Afrique-Golfe et crée un cadre solide pour le développement inclusif, l'investissement et la croissance économique durable. Les 24 et 25 novembre 2025, Luanda, en Angola, accueillera le sommet Union européenne-Union africaine, marquant les 25 ans d'un partenariat stratégique entre les deux continents. Co-présidé par le président angolais João Lourenço et le président du Conseil européen Antonio Costa, ce sommet réunira les dirigeants africains et européens pour approfondir leur coopération sur les enjeux majeurs, paix et sécurité, intégration économique, développement durable, numérique, migration et mobilité. L'événement s'inscrit dans la continuité de la réunion ministérielle de mai dernier à Bruxelles et s'appuiera notamment sur l'initiative Global Gateway dotée de 150 milliards d'euros pour stimuler les investissements et construire un avenir partagé fondé sur des valeurs communes et des intérêts mutuels. Les 22 et 23 novembre 2025, l'Afrique du Sud accueille à Johannesburg le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, une première historique pour le continent africain. Placée sous le thème Solidarité, égalité, durabilité, la présidence sud-africaine entend faire entendre la voix du Sud globale en mettant l'accent sur la résilience climatique, la viabilité de la dette, le financement d'une transition énergétique juste et la valorisation des minéraux essentiels. Outre les séances plénières, le programme prévoit des sessions thématiques sur l'IA, l'agenda 2063, l'innovation et les inégalités, avec pour objectif une déclaration commune ambitieuse. Le sommet se conclura par une passation de présidence au pays hôte de 2026. Du 22 au 4 décembre 2025, la ville de Nouakchott, en Mauritanie, accueillera la deuxième édition de la Foire internationale de la santé de Mauritanie, un événement majeur consacré à l'innovation et à la durabilité dans le secteur de la santé en Afrique. Cette édition mettra l'accent sur l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, la chirurgie robotique, les avancées dans le traitement du cancer et le développement des compétences médicales. La foire réunira exposants, décideurs professionnels de santé et investisseurs à travers conférences, démonstrations et rencontres B2B pour favoriser les partenariats, l'innovation et l'investissement dans le secteur médical africain. Hatem Essaïm, né en 1956, est l'une des figures majeures de la diplomatie tunisienne et de la défense des droits humains en Afrique. Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale, de Mascate à Téhéran, en passant par Beyrouth et Abu Dhabi, il a su combiner négociation, médiation et engagement pour la dignité humaine. Aujourd'hui vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Essaïm incarne une génération de diplomates pour qui la protection des droits fondamentaux et la prévention des conflits sont indissociables. Découvrez le portrait de ce leader à travers le regard de Pauline Minka. Né en 1956, le diplomate tunisien Hatem Essaïm s'est imposé comme l'une des voix les plus respectées de la défense des droits humains en Afrique. Aujourd'hui vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il incarne une génération de diplomates pour qui la négociation, la prévention et la dignité humaine sont indissociables. Cette route que nous avons parcourue n'a pas été facile. C'est un honneur pour moi de continuer l'œuvre entamée par mes prédécesseurs qui avaient en charge ce comité. Les défis sont grands, sont multiples, ils sont difficiles et n'ont jamais été faciles à relever. Juriste de formation, Essaïm a passé plus de 30 ans dans la diplomatie tunisienne. De Mascate à Téhéran, en passant par Beyrouth et Abu Dhabi, il a occupé plusieurs postes d'ambassadeur dans des régions sensibles où il a affûté son sens du dialogue et de la médiation. Nous devons également redoubler d'efforts pour renforcer l'état de droit et promouvoir les droits de l'homme sur notre continent. Grâce au plaidoyer pour renforcement des capacités et à la collaboration avec les gouvernements et la société civile, En 2017, il rejoint la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où il devient rapidement l'une des figures essentielles du Comité pour la prévention de la torture en Afrique. Sous son leadership, le comité renforce ses outils d'alerte et ses cadres juridiques, contribuant à placer la question de la torture au centre des préoccupations continentales. En tant que président du Comité pour la prévention de la torture en Afrique, c'est avec humilité que je saisis l'occasion de m'adresser à vous et de réaffirmer notre engagement inébranlable en faveur de la prévention de la torture et des mauvais traitements sur notre continent.
En 2025, la reconnaissance de son engagement ne se fait pas attendre. Lors de la 85e session ordinaire de la Commission, Hatem Essayem est élu vice-président du bureau de l'ACHPR. Fidèle à sa discrétion et à sa détermination, il poursuit sa mission visant à défendre la dignité humaine et à renforcer les mécanismes africains de protection des droits fondamentaux. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Tout de suite, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité africaine sur Africa 24, africa24tv.com et l'application MyAfrica 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.